Personnes handicapées maltraitées, qui sont ces nouveaux barbares 2.0 si fiers de leurs actions qu'ils les partagent sur Internet? Que nous disent ces buzz sur l'évolution de notre société? Avec nous pour en parler, Hélène Romano, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne et vous connaissez bien ces sujets. Votre dernier livre, École, sexe et vidéo chez Duno. Avec nous aussi Olivier Itéanu, bonsoir. Avocat spécialiste de la cyberdélinquance et auteur de L'identité numérique en question, c'est aux éditions Erol. Et enfin Jérémy Mani, bonsoir. Bonsoir. Président de Netino, c'est une société spécialisée dans la modération sur le web. D'abord, pour savoir de quoi on parle exactement, voici la vidéo qui a valu aujourd'hui l'interpellation et une garde à vue à ses auteurs. Ils ont entre 12 et 16 ans. Leur victime, elle, a 18 ans. C'est une personne handicapée. Vas-y, lève-toi, Pélo, tu peux. Ah, t'es tout seul, hein. T'es tout seul. Lève-toi, Lève-toi. Vas-y, lève-toi. Vidéo postée sur le net, d'où leur interpellation rapide. Madame Romano, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, d'abord pour commettre ces actes et ensuite pour les publier sur leur compte Facebook devant tous leurs amis? Il se passe qu'il n'y a plus de relation à l'autre. Autrement dit, le fait de faire ça à un autre, à un élève, à un camarade, qu'il soit handicapé ou non, là il est handicapé, ça majore en plus l'acte, mais s'explique par le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'individu en tant qu'individu parce que l'écran est devenu leur seul mode relationnel. Il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, mais de dire que quand, pour des jeunes, il n'y a plus que ce seul mode de relation, il n'y a plus du tout l'apprentissage de l'empathie. C'est-à-dire que là, l'écran, le fait qu'ils filment, selon vous, modifie leur comportement? Modifie leur comportement, ça fait un filtre. Ils vont exister, avoir eux-mêmes trouvé leur existence et leur sens dans la société et avoir de la valeur par le nombre de vues qu'ils vont réussir à faire sur Internet, peu importe les conséquences. En tout cas, leur victime n'est pas du tout perçue comme un être humain. Ça n'est qu'un objet de soulagement pour eux, de violence, etc. Et les écrans font que, comme il n'y a plus d'empathie, parce que je ne suis pas en face de l'autre en direct, il y a l'écran qui justement fait écran. Et comme il n'y a pas d'autre mode relationnel, parce qu'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de proches pour discuter, pour échanger, tout passage à l'acte extrêmement violent devient impossible. Alors se pose aussi la responsabilité de ceux qui hébergent ces vidéos. Je me retourne vers vous, vous êtes modérateur, c'est votre travail. Comment on explique que Facebook n'ait retiré cette vidéo qu'aujourd'hui? Elle a été postée dimanche, le signalement a eu lieu dès dimanche et les premières arrestations lundi. Ils n'ont tout simplement aucun intérêt à enlever ce type de vidéo parce que là, on en parle d'une, mais il y en a systématiquement. Il y a même quelque part bien pire, si je peux me permettre de donner une hiérarchie dans les vidéos. Et quand on voit des vidéos de décapitation qui circulent sur le web et sur Facebook particulièrement, il y en a plein. Il y a aussi des vidéos de viol collectif de jeunes femmes qui sont traumatisées à vie, certaines se suicident suite à ça. C'est, je pense, encore pire. Facebook se considère comme hébergeur, en plus hébergeur aux États-Unis avec la loi américaine. Est-ce que ça implique de liberté d'expression à la mode californienne? Et n'a aucun intérêt à mettre le doigt dans l'engrenage parce que ça voudrait dire derrière être capable d'être réactif et d'enlever toutes les vidéos à chaque fois qu'il y a un signalement. C'est-à-dire des millions de dollars de dépenses de modération dans toutes les langues, dans tous les pays, et en plus en tenant compte des lois de chaque pays spécifique, parce qu'en France on a des lois qui ne sont pas les mêmes. Donc vous dites que c'est un cynisme économique pur et simple, quoi. C'est un cynisme économique, certes, et c'est aussi quelque part ce qu'ils vendent à leurs internautes, c'est cet espace de libre-échange. Le jour où ils commencent à le modérer de façon un peu trop stricte, très clairement, la plupart des internautes iront, et notamment les jeunes, iront sur d'autres réseaux sociaux plus libertaires. Alors je me retourne vers l'avocat spécialisé, Maître Itéanu. Est-ce qu'il y a une responsabilité des hébergeurs dans cette histoire-là? Bien sûr, il y a une responsabilité à retirer, vous l'avez dit, ce qu'on appelle des contenus manifestement illicites, c'est je crois le cas. Et il y a cette responsabilité-là. Dès qu'ils en ont connaissance, ils doivent, c'est une loi française, mais c'est une directive européenne aussi, agir promptement, c'est ce que dit le texte. Alors il y a des tribunaux qui disent que c'est 24 heures, d'autres qui disent que c'est 48 heures. Là, peut-être que la justice sera saisie, elle aura à dire si Facebook a retiré promptement. Voilà, on peut imaginer que Facebook puisse être condamné dans cette affaire-là? C'est déjà arrivé, bien sûr. C'est déjà arrivé. Pas que Facebook, ils sont tous condamnés. C'est vrai qu'on a une difficulté, c'est que ces géants américains, c'est pas que Facebook, c'est aussi Twitter, c'est aussi d'autres, ont tendance à considérer qu'ils sont soumis à une loi qui n'est pas la loi française. Mais à partir du moment où ils offrent des services qui sont destinés au marché français, il y a des indices pour ça, c'est en langue française, il y a des abonnés français. Alors, ils sont soumis aussi à la loi française, et ça, je crois qu'il faut qu'ils le comprennent. Alors, j'ai un chiffre, 5700 contenus choquants signalés en 2013 à l'Association française des fournisseurs d'accès, seulement 536 retirés. C'est le même principe, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers le plus évident, ce qui va faire
ce qui va choquer le plus, ce qui va faire le plus de buzz négatif, et puis le reste, on le laisse passer? Alors, il y a d'autres chiffres aussi du Pharos qui sont peut-être un peu plus élevés, mais ça reste quelque chose. Le Pharos, c'est la police en l'occurrence. Encore, voilà, la police du web, on va dire, la vraie, c'est relativement faible vu le nombre de plaintes théoriques qu'il peut y avoir. Déjà, d'une part, les internautes n'ont pas forcément le réflexe de l'enlever, et d'autre part, dès qu'il y a un signalement qui est pris en compte, il faut une enquête avec un procureur qui va prendre la main dessus. Donc un temps de justice et d'enquête qui n'est pas du tout le temps du web, et en quelques jours vous pouvez faire énormément de dégâts avec, mettons, la jeune fille dont le viol est présent sur le web. Donc de toute façon, signaler ça à la police ou à une autre entité publique en espérant que ça soit enlevé sous quelques jours, quelques semaines, et généralement plutôt quelques mois, c'est déjà beaucoup trop tard. Alors la véritable efficacité, c'est d'ailleurs ce que vous proposez, vous en avez fait un marché, hein, c'est de faire la modération site par site. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la modération comme vous le faites pour certaines grandes entreprises, on ne va pas citer les noms, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire sur les réseaux sociaux? Alors techniquement c'est tout à fait possible, hein. Nous on le fait. Pourquoi ils ne font pas appel à vous par exemple? Parce que ce n'est pas les mêmes ampleurs économiques, les mêmes volumes, hein. Nous on parle d'1 milliard de fans dans le monde, et en France il y a ça monte tout le temps, des millions et des millions. Quand on est une marque ou un grand média et qu'on investit dans Facebook pour communiquer avec ses lecteurs ou avec ses clients, c'est 1 million de fans, 2 millions de fans. Bon, il y a une image de marque qui est en jeu, et on est prêt à payer un peu pour protéger cette image de marque-là, parce que le capital de l'image de marque vaut beaucoup d'argent. Quand on est Facebook et qu'on s'adresse à l'ensemble de la population, on ne peut pas se permettre de mettre un modérateur à chaque carrefour entre deux rues. Ça serait des équipes de milliers et milliers de personnes. Alors sur les chiffres qu'on donnait tout à l'heure, il y a évidemment beaucoup d'expressions racistes, de vidéos violentes, pédopornographiques. Est-ce que vous diriez, Madame Romano, qu'Internet est véritablement devenu un défouloir, et qui plus est un défouloir où on est fier de montrer qu'on se défoule? Alors c'est devenu un défouloir, c'est devenu un espace où tout peut se dire, parce que justement il n'y a pas forcément de limite, mais c'est surtout devenu un espace sans limite parce qu'il n'y a pas d'éducation à cet espace. Alors je voudrais insister sur le fait qu'apparemment, concernant cette vidéo-là, ce sont des jeunes qui ont alerté, ce qui montre quand même... Entre 12 et 16 ans, ça vous étonne, l'âge 12 ans? Non, ça ne m'étonne pas, parce que dans les passages à l'acte que l'on a, et que ce soit dans les consultations, dans les expertises d'auteurs comme de victimes de ce type d'acte, c'est de plus en plus tôt. Dès qu'ils ont l'usage de l'écran, ils sont en capacité de poser des mises en scène comme ça. Ils sont devenus créateurs d'images, ils sont plus que des objets d'image, ils sont créateurs d'images et d'images violentes, quand il y a, encore une fois, quand il n'y a pas d'adultes pour éduquer. Il y a un grand travail à faire au niveau de la prévention et de l'éducation à l'image. Quand on voit que dans les familles, les enfants passent en moyenne 4 ou 5 heures par jour, semaine, derrière les écrans, et qu'en comparatif, ils discutent moins de 10 minutes avec leurs parents, ça montre juste que quand il n'y a pas l'autre, et quand il n'y a que l'écran pour communiquer, il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus la capacité à s'ajuster à l'autre. Et le problème, il est là. On peut mettre des modérateurs et des modérateurs, c'est pas ça en mettant des gendarmes derrière tous les internautes qu'on arrivera à évoluer. Pour éduquer, pour réhumaniser les relations humaines et rééduquer de tout le monde par rapport à ça. C'est pas que la répression qui permettra de comprendre pourquoi il y a ce type de passage à l'acte via les écrans. Combien ils risquent ces jeunes-là qui ont fait cette vidéo? Ils risquent, il faut savoir qu'en 2007... déjà avec le téléphone mobile, avant les réseaux sociaux, on avait eu ce problème-là avec les téléphones mobiles. Il y avait des agressions qui avaient été filmées et qui avaient été diffusées. Donc on a créé ce qu'on appelle un délit spécifique, ce qui s'appelle le happy slapping, les baffes joyeuses. Et le caméraman, par exemple, lui, eh bien, il risque une peine de complicité par rapport à l'agression qui a lieu. Il est complice légal par rapport aux agresseurs. Il est assimilé aux agresseurs d'une certaine manière. Du fait qu'ils tiennent la caméra, en l'occurrence le téléphone. Tout à fait. Alors qu'il ne participe pas directement à l'agression, mais on le considère donc c'est de la prison ferme à la clé potentiellement? Ça dépend du type. Pour ça, c'est pas de la prison ferme, je pense. Ça sera plutôt de la prison avec sursis pour des jeunes de ce type-là, mais effectivement, c'est de la prison à la clé. Et pour ce qui est de diffuser l'information, pour ce qui est de diffuser les images, là aussi, un délit autonome, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Oui, c'est la peine maximale. J'allais vous faire une réflexion parce que je pensais à ce que pensaient probablement nos téléspectateurs derrière leur écran, et vous l'avez évoqué, je vous ai entendu parler du chat. Vous dites que c'est pas de la prison ferme. Hier, c'est un chat qu'on torture et qu'on envoie par la fenêtre. 1 an de prison ferme. Est-ce que vous considérez que la justice peut être sereine quand il y a un tel buzz autour, quand il y a un tel mouvement sur les réseaux sociaux justement pour mettre la pression sur cette justice-là? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas être hypocrite. Toute la société française, elle bascule sur les réseaux numériques ou autour des réseaux numériques. Donc il se passe beaucoup de bonnes choses et il se passe des choses qui sont effectivement terribles comme celles que vous venez de citer.
Donc je dirais que c'est une évolution normale. Il faut pas... Nous, on est des mutants, parce que nous, on a vécu avant l'Internet, mais ces jeunes-là ont vécu avec les téléphones mobiles, l'Internet de manière totalement, je dirais, naturelle. Voilà, donc on vit cette époque-là, on vit de cette mutation. Il faut l'accepter et il faut sanctionner, c'est ce que fera la justice. Vous vouliez dire un mot de conclusion, M. Mani? Oui, je pense qu'il ne faut pas passer à côté d'un point qui me semble essentiel, c'est qui a intérêt à rendre ça médiatique. Et il y a un point commun dans ces deux affaires, c'est que les jeunes sont d'origine maghrébine. Or, des mouvements d'extrême droite sont très vraisemblablement ceux qui sont à l'origine de ces pages de soutien au chat d'un côté et à ce jeune handicapé-là. C'est une supputation que vous faites. C'est quelque chose qu'on observe en lisant les commentaires qui sont dans ces pages-là, qui sont, dans quasi-intégralité, extrêmement virulents et violents envers la communauté maghrébine qui n'a rien à voir avec cette Ça fait histoire. partie du défouloir dont on parlait aussi. Merci, Et de en la tout cas. difficulté pour les victimes à porter justement à dénoncer ça. Les victimes, ce jeune garçon comme les victimes d'Apis Lapine ne portent que très rarement plainte. Il faut les soutenir dans cette démarche aussi. Eh bien justement, nous joignons le geste à la parole pour ceux qui voient des vidéos qui leur paraissent choquantes et illégales. Eh bien regardez, deux sites, internet-signalement.gouv.fr, ça c'est la police, et pointdecontact.net, ça c'est l'organisme c'est l'AFA, l'organisme donc des hébergeurs sur Internet en France. Merci de nous avoir apporté ce soir votre expertise sur cette question qui interroge, en tout cas nous, elle nous interroge. Et vous restez avec nous dans la deuxième partie. On va parler d'un procès historique qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris